Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers les hommes, envers les pauvres, les braves hommes, au moment de l'histoire où ils n'ont jamais été plus polis, plus prévenants, mieux dégrossis? Ceci explique-t-il cela? Quels sont les rapports de force sous-jacents qui président au rapport homme-femme? L'amour et la guerre sont-ils des pôles opposés ne s'accordant brièvement que dans le lit de Mars et Vénus? Pour répondre à de telles questions, notre invité du jour est Félix Niche. Félix Niche, auteur, essayiste, poète, motard, explorateur des marais depuis 1955. Félix, comment allez-vous? Très bien, et boomer aussi, vous avez oublié mon cher Lounès. Bonjour d'ailleurs, et bonjour aux auditeurs. Et bonjour aux auditeurs. Je suis Lounès Darbois en effet, et tiens à adresser mon salut amical à Monsieur K, animateur sur ERFM pendant 5 ans, qui va beaucoup nous manquer. Peut-être reviendra-t-il, qui sait? Monsieur K, c'était le talent, la constance, une manière de savoir mettre l'autre en valeur et non pas soi-même. Merci, camarade, pour ton travail et ton exemple. Bien, Félix, vous avez signé une préface à un petit essai de Schopenhauer qui vient de sortir chez Contre-Culture, Essai sur les femmes. Ce philosophe allemand du 19e siècle, très opposé à Hegel, très aimé de certaines classes bourgeoises érudites athées, n'était toutefois pas exactement un féministe. C'est ce que nous allons voir ensemble, Félix, en parlant notamment de la misogynie chez cet auteur. Le 7 juin 2022, sur le site Égalité et Réconciliation, paraissait l'article « Événements contre culture, essai sur les femmes » d'Arthur Schopenhauer. Et le lendemain, 8 juin, paraissait un article relayé, intitulé « Un des pires pamphlets misogynes de l'histoire ». C'est le titre, dans lequel l'auteur, un auteur passé par l'ESCP et Normal Sup, prudence, écrivait: ce sont probablement le bovarisme de sa mère Johanna Schopenhauer ainsi que ses échecs sentimentaux qui alimentent le ressentiment du philosophe. Vous croyez cela, Félix? C'est-à-dire que Schopenhauer serait devenu misogyne pour de petites raisons personnelles. Or, dans votre préface, Félix, vous aviez prévu et prévenu que la misogynie de Schopenhauer est le punctum puriens, le point qui gratte de sa philosophie, là où sa pensée et la pensée unique de notre époque se contrarient le plus. Vous écrivez, citation, « Le mépris affiché par ces récitants qui vouent un culte insipide et ridicule à la femme, mais surtout tremble devant la mauvaise mère féministe, doit être comparé à l'ancienne admiration des plus grands. Nietzsche, bien sûr, mais aussi Wagner, Tolstoï, Thomas Mann, Lord Byron, Joseph Conrad, Maupassant, Mallarmé, Proust, etc. Tous ont loué cette œuvre, misogynie incluse. Dites-vous, Félix. Oui, donc merci beaucoup, Lounès, d'avoir fait cette citation, ce rappel. Décidément, je n'arriverai jamais à l'oral à le dire aussi bien. Ce que j'ai fait, effectivement, illustre ce qui s'est passé. Et évidemment, comme d'habitude, ceux qui la liront, ma préface, verront que finalement, quelque part, je l'avais anticipé. Cette présentation sur le site, c'est quand même étonnant. Un ouvrage qui paraît sur Contre-Culture, le premier article, c'est pour le dénigrer. Bon, enfin, chacun ses goûts. Et d'ailleurs, dans les commentaires de cet article, Schopenhauer est traité à l'égal de moi-même. Lui aussi aurait un micro-pénis, parce que j'ai un micro-pénis, ce qui explique mon antiféminisme. Je l'ai lu à plusieurs reprises me concernant, et il y a un commentaire qui dit que oui, mais tout ça c'est une histoire de micro-pénis, ce qui explique l'énorme misogynie. Il aurait mieux fait de laisser écrire Le Monde comme volonté et comme représentation par un nègre. Mais enfin, pour ce qui me concerne, me voilà donc compagnon d'infortune de l'un des plus profonds penseurs de la métaphysique occidentale. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mon cher Lounès, avec la présentation que vous en faites. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un philosophe bourgeois, mais on aura peut-être l'occasion
d'en discuter. Et cette coïncidence de nos destins sur le site me procure une grande allégresse, je l'avoue, en même temps qu'un sentiment renforcé de ma marginalité. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, il faut répondre, bien sûr, il faut répondre. Alors non, bien sûr que la misogynie de Schopenhauer est consubstantielle à sa philosophie. Elle a né une application, si l'on peut dire, une application pratique de sa conception du vouloir vivre, qui fonde de manière sous-jacente la réalité humaine. De plus, ce n'est pas vrai qu'il avait des déboires avec les femmes. C'était au contraire un séducteur, c'était un homme qui était un pessimiste métaphysique, mais qui n'était pas un pessimiste du quotidien, c'est-à-dire un casse-pied. C'est-à-dire que sa misogynie procédait du proverbe, enfin de l'adage « qui aime bien châtie bien », si je comprends bien. Quand je dis qu'il aimait bien, il aimait bien avoir des rapports amoureux. Il avait des maîtresses, dont une qui est célèbre. Il était célibataire. Non, je ne crois pas que ce soit dans le sens qu'il avait même quelque chose contre les femmes. Pour lui, il faudrait rappeler ce qu'est sa philosophie. Pour lui, le vouloir vivre, c'est une arnaque. C'est l'espèce qui trompe les individus. Et donc, si c'est vrai. J'ai pas dit que je pensais que c'était vrai, mais si cette philosophie est fondée, il est bien évident que la femme ne peut pas sortir de cet objectif. Donc, ce qui va démontrer, c'est comment la femme va permettre au vouloir vivre de continuer la farce. Mais bon. Et pour ce qui est de Johanna Schopenhauer, sa maman, elle lui avait dit. Elle avait raillé sa thèse de doctorat de la quadratuple racine du monde, et il lui avait répondu: on enseignera, mère, le monde comme volonté, comme représentation, et on lira les Parerga et Paralipomena à l'université, mais on ne connaîtra mais tes œuvres pourriront dans un grenier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les enseigne et on les lit, les Paralipomena et le monde. Et qui connaît les œuvrettes vaines de l'écrivaine Johanna Schopenhauer? Personne. Enfin, peut-être sans doute l'immense Romain Tréfel, qui pense 3 fois plus haut que la Tour Eiffel et qui nous a produit cet article lamentable. Non, mais c'est un article lamentable en ceci que on ne peut pas penser aujourd'hui. Tu critiques. Quand je dis tu, je m'adresse à un interlocuteur imaginaire, général. Tu critiques le féminisme, donc tu as un souci avec les femmes. Et que l'antiféminisme soit fondé en raison ou soit métaphysiquement fondé, comme le mien, par exemple, pour donner mon exemple, puisque j'ai subi 1001 injures sur un site, ce qui est rare, ça aussi quand même, pour un auteur du site. Aucun n'est jamais insulté, comme je l'ai jamais été, des insultes d'une violence et d'un niveau qui n'ont jamais été censurés. J'ai droit à ce traitement particulier à cause du fait que je me suis inscrit dans une démarche antiféministe. Donc je puis me mettre un exemple. Eh bien, moi, j'affirme que mon antiféminisme ne dépend en aucune manière, mais en aucune manière, de mon histoire personnelle, c'est-à-dire de mes affects. La critique du féminisme est avec la critique du sémitisme, celle qui vous rend immédiatement, en général, quand vous faites profession d'être un intellectuel, qui vous rend immédiatement le plus suspect, oui, qui vous attire le plus d'ennuis. Je crois que ce sont les 2 positions qui attirent le plus d'ennuis. Si ce sont réellement 2 positions, d'ailleurs. Moi, auteur et admirateur... Oui, selon Weininger, elles ne forment qu'une seule. Vous avez raison, Félix. Selon Weininger, le gynécée et la synagogue ne forment qu'une seule et même. Voilà. Mais moi, je ne le pense pas par rapport à Weininger que j'ai découvert après. Cette pensée, je l'avais fait mienne bien avant par la découverte des égéries, de l'éruption de toutes les égéries féministes des années 70 qui ont construit finalement le féminisme idéologique, ce féminisme qui ne porte pas son vrai nom. Et là, justement, avec ce terme de féminisme, on atteint la seule critique que je voudrais faire par rapport à ce genre de type, comme Onfray et les autres, qui se disent ces pseudo-féministes, finalement, oui, ils tremblent devant la mauvaise mère féministe parce que cette critique que fait le féminisme, t'as pas un petit souci, toi, avec les nanas, de les critiquer, c'est
une menace finalement, hein, d'avoir soit une petite bite, soit de pas savoir faire jouir les femmes. Enfin, c'est comme ça que les hommes ordinaires l'entendent. Moi, j'en ai les cures. Mon histoire personnelle, mes propres rapports avec les femmes n'ont strictement rien à voir avec mon antiféminisme. Hein. D'ailleurs, mon propre antiféminisme, il naît plutôt de l'histoire avec une grande H que de ma petite histoire personnelle, puisque je me suis opposé toute ma vie au féminisme politiquement. Je l'ai percé à jour politiquement dès son apparaître, et ensuite pendant de longues années je l'ai pensé théoriquement, et je n'ai cessé d'approfondir le sujet. Et donc le féminisme gît dans les affects et de la vie privée pour les hommes, pour l'homme ordinaire. Ça ne veut pas dire que nous sommes des hommes extraordinaires, mais ça veut dire qu'il y a une distinction à opérer entre la pensée commune, la pensée vulgaire, pas au sens d'une pensée qui serait vulgaire, mais la pensée commune, tout simplement, et la pensée du philosophe qui, lui, n'a cure de tous ces jugements de valeur. Le féminisme est une infamie, et d'ailleurs, peut-être dans la suite de l'émission, c'est puisque vous avez visiblement, je pense, l'intention de parler de l'avortement, c'est ça, ou ce que vous avez dit du féminisme actuel, on aura, je crois, l'occasion d'y revenir. Hein. Pour moi, je n'ai donc pas cessé, hein, l'ontologie du féminisme et la phénoménologie du féminisme. La phénoménologie, c'est Fragrance Feminae, hein, là, ce fut le projet de ce recueil, un état des lieux, un reportage. L'enfant de Don Juan attaque le noyau dur, hein, la sexualité, l'éros. Là, on passe à l'ontologie. Et dans Spleen and String, j'ai fixé des vertiges, j'ai hanté des impasses, j'écrivais même des vers périmés sur les boulevards des Pyrénées, le boulevard des filles du Calvaire, buissons d'épines et primes verts, une autre dame des Lorettes sont effeuillées les pâquerettes, avenue du détroit de Bering, fesses striées d'un string, etc., etc. Cela s'est passé. Hein. La soumission du mal à la réalité du féminisme vient du fait que le féminisme, finalement, sa réalité est refusée sous couvert d'un féminisme imaginaire, ou plus exactement dit, c'est l'illusion d'un féminisme qui est un déni de la réalité. Cette illusion du féminisme recouvre de son voile la réalité du féminisme. D'ailleurs, je ne veux pas vous aviez dit que nous allions aborder la distinction entre le féminisme nominal et phénoménal. Eh bien, oui, c'est ça, Félix. C'est que vous avez souvent bien pointé la distinction qu'il faut faire entre le féminisme en soi transcendant et le féminisme immanent, celui qui se produit et que nous subissons. C'est-à-dire entre le féminisme actuel et le féminisme, entre guillemets, bostonien. Vous aviez résumé cela, je m'en souviens, il y a quelques années, par cette formule choc. Citation de vous, le féminisme n'est pas une idéologie, c'est une ontologie. Pouvez-vous nous en dire davantage, cher Félix ? Oui, et j'ai d'ailleurs approfondi cette question, c'est-à-dire que je continue d'y penser. Et en écrivant la préface, il faut dire que j'ai lu récemment, il y a 1 an, un ouvrage que je conseille à tous les amants de la très haute littérature et aux amants de cette question, Les Bostoniennes de Henry James, cet immense écrivain américain, le Proust américain comme on dit, et qui est d'ailleurs un homme qui prend souvent des femmes en tant que caractère romanesque, qui sont souvent très valorisés, où il montre des qualités intrinsèques de ces personnages. Donc il ne peut pas être classé comme un misogyne a priori. Et pourtant, il a écrit Les Bostoniennes, et c'est une merveille de réfutation de ce féminisme transcendant finalement. C'est le féminisme, celui-là, comment dire, je ne sais pas mieux dire que ce que j'ai dit, qu'il y a un féminisme, revenons-en aux Bostoniennes, si vous permettez, qui me permettent de m'expliquer davantage. Qu'est-ce que les Bostoniennes ? Eh ben, c'est le plus grand, c'était Boston, c'était c'était la ville où le féminisme américain, le féminisme des années 1880, qui venait après la guerre de sécession, qui avait un écho en Angleterre, etc., s'est manifesté le plus puissamment. Elles étaient le plus organisées.
Vous me faites penser à une chose à propos de Boston et du féminisme, Félix, c'est la scène extraordinaire qu'il y a dans le Aviator de Martin Scorsese. Bon, Aviator se passe dans les années 1920-1930, un petit peu plus tard que les Bostoniennes de 1880, mais tout de même, on voit qu'elles ont laissé ce féminisme de 1880 dans le Boston des années 1920, 30, 50 ans plus tard, lorsque Howard Hughes, le héros de Aviator, dont ce film est la biographie en fait, rencontre Audrey Hepburn là-bas à Boston dans sa famille. Scène d'anthologie de ce que c'est qu'un repas bourgeois où des femmes parlent fort à table, où personne ne s'écoute. Enfin, c'est pour les gens qui ont peut-être connu ça aussi, eux, dans leur famille, ils se sentiront un peu moins seuls. Voilà. Oui, bien sûr. Eh bien, je ne connais pas ce film, mais ça ne m'étonne pas. Elles avaient effectivement des opinions bouleversantes sur les conditions des femmes. Elles expliquaient le monde par cette oppression immémoriale des mâles sur les femelles. Alors vous me direz, mais mon cher Félix, rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est bien le même féminisme. Et non, ce n'est pas le même féminisme, parce que celui-là restait essentiel et de raison pure. Cependant que le féminisme que nous subissons, celui qui se produit, celui qui apparaît donc, parce que ce qui est apparaît, celui qui se manifeste dans l'ordre matériel, politique et psychologique, ne dit pas la même chose. Les raisons de l'oppression pour les Bostoniennes, c'était que l'homme était fort, cruel, dur, impitoyable avec les femmes, qui les opprimait, que sa sexualité était impérieuse, était trompeuse, était une sexualité de prédateur. Donc déjà, vous sentez la nuance, et qu'il fallait protéger la femme, que le monde manquait pour elle de féminité. La guerre de sécession les avait bouleversés. La cause des nègres, c'est comme ça qu'on me disait, ce n'est pas une expression que je tire de mon propre fond, bien que le mot nègre me paraisse plus riche que le mot noir qui est stupide, mais passons. Donc la cause des noirs, elle la reliait à cette dureté des temps présents. Mais comme je le dis ironiquement, je crois, dans ma préface, si j'ai bonne mémoire, elle n'appelait pas à l'accouplement avec les Noirs, comme l'ont fait nos féministes. Parce que voulez-vous que j'explique la différence théorique de fond entre le féminisme bostonien et le féminisme actuel? Eh bien, elle est celle-ci. C'est que passé le moment où les féministes bostoniennes, les féministes suffragettes, les féministes du 19e siècle et les féministes qui sont apparues après la guerre des 14. Petite parenthèse. Notez, s'il vous plaît, que l'apparition du grand féminisme bostonien, au sens de très puissant, et des suffragettes en Angleterre et en France, est tous les deux contemporains d'une guerre qui a fait des millions de morts, des centaines de milliers pour la guerre de sécession et des millions pour la guerre de 14-18. Qu'en pensez-vous? J'ai souvent ironisé sur le chemin des dames, qui était réellement un vrai chemin des dames. Et pour moi... Oui, le chemin des dames qui est le nom d'une bataille terrible de la guerre de 14-18. C'est cela. Et pour moi, c'est vraiment une ironie de l'histoire, de l'histoire tragique de la race blanche, qui s'est détruite, parce que je ne crois pas que la femme désire s'émanciper devant un homme fort, mais un homme qui se laisse exterminer comme des mouches. Profondément, ça répugne à la psyché féminine. Certes, les Bostoniennes parlaient d'une grande sensibilité et d'une grande humanité. Je crois qu'elles étaient sincères. Mais moi qui suis un petit, mais un philosophe du soupçon aussi, comme Schopenhauer, moi qui suis un philosophe du soupçon, je pense que inconsciemment, ce qui s'est passé, c'est que justement parce que la femme est le vouloir vivre incarné, qu'elle reçoit une déception devant un mâle qui se laisse exterminer de cette manière. Ça, c'est une certitude. Et je m'appuie sur des pensées pareilles, notamment sur les travaux de Drieux-La Rochelle, qui dit que la plus grande dévirilisation, c'est la guerre moderne. Pour lui aussi, cette guerre qui entasse les hommes et qui les massacre n'a rien à voir avec le karma du guerrier, mais au contraire, ravale l'homme au rang d'insecte. Et je ne m'étonne pas, moi, personnellement, de l'apparition de ces deux grands féminismes. Ceci est une parenthèse. Mais
je tenais à la faire car elle est très importante. Oui, la différence fondamentale entre ce féminisme bouleversant des bostoniennes qui décrivaient la terrible situation des femmes et les dieux savent si parfois la situation des femmes peut être terrible, mais celle des hommes aussi, la guerre. Elle l'a rapporté à la dureté, à la brutalité du mal qui s'était toujours servi dans le courant des siècles et des siècles de cette force supérieure pour asservir, opprimer, martyriser même la femme, et que quand les voix des femmes se feraient mieux sentir, quand la société prendrait davantage de féminité, elle serait meilleure. On voit bien toute la différence radicale avec notre féminisme, je pense. Ai-je même besoin de le dire, Les Bostoniennes n'auraient jamais, au grand jamais, osé cette énormité, le droit des femmes à disposer de leur propre corps. L'infinie stupidité de cette expression, quand elle est liée à l'avortement. La redondance, ce propre corps qui trahit une expression tout à fait dénuée de logique, pleine de confusion, basée sur l'effet sentimental. Elles affirmeraient, au contraire, les Bostoniennes, que cette condition de donner la vie dans la douleur aurait dû leur accorder bien plus d'égards et bien plus de respect. Et que l'avortement, de faire passer un fœtus, pratique vieille comme le monde d'ailleurs, avec des faiseuses d'anges, qui doit être moralement acceptée dans certains cas, bien sûr, mais qui est quand même la négation de la vie d'un nouvel être embryonnaire, la négation de la volonté, donc du rôle de l'homme dans la conception, leur aurait paru aux Bostoniennes une idée impie, abjecte et surimée, et d'ailleurs une idée de mal sadique. Je suis persuadé qu'une Bostonienne bien née aurait vu dans l'acquiescement à l'avortement une volonté masculine d'égoïsme sexuel pour pouvoir se taper le plus de femmes sans dommage. Voilà ce que je crois. Oui, puisque ce serait une négation une impossibilité de perpétuation de l'espèce, et donc une offense faite au génie de l'espèce. Bien sûr. Que l'on soit, comme elle l'aurait été pour la gynécologie médicale de haut niveau, et donc de centres où on pourrait pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, dans certains cas, et dans des conditions décentes et scientifiques, je dis, moi, personnellement, je trouve ça bien. Je suis pas contre. Mais franchement, ce que on fait aujourd'hui, c'est au nom de la sexualité de la femme. Et comme si l'embryon n'était qu'une excroissance du corps de la femme. Et c'est une aberration. L'embryon est un être nouveau. Nous sommes des mammifères, que je sache. Et on dirait que la part femelle de cette espèce mammifère que nous sommes n'assume pas son rôle mammifère, qui est de porter ses petits. Mais les petits sont issus du mâle comme de la femelle et sont un nouvel être qui naît à l'intérieur du corps de la femme, que la femme doit être aimée, voire protégée pour ce rôle. Je dis pas le contraire, mais de là à en faire sa possession, mais c'est tellement aberrant que je me demande dans quel monde on est tombé pour avoir à dire des choses pareilles. Oui, Félix, cela procède probablement de la confusion entre femme donne la vie et femme porte la vie. Vous aviez évoqué ça dans le passé en évoquant peut-être le retour de la Pachamama et de la grande déesse mère très paléolithique comme ça. Et on sait aussi que la violence féminine, la violence que la mère exerce est une violence qu'elle exerce sur l'enfant de manière insidieuse et beaucoup plus terrible, et qui laisse des traces beaucoup plus terribles que la violence du père qui se fâcherait une fois et donnerait une claque ou enfermerait l'enfant dans le placard, vous voyez. Ce qui est terrible, on peut le voir, je parle pour nos camarades qui peut-être travaillent dans le monde de l'éducation, ils peuvent voir ce que c'est que des enfants qui sont complètement sous l'emprise d'une mère qui s'est débarrassée de l'homme par un divorce avec versement de pension obligatoire. Il faut voir dans quel état sont certains de ces enfants, quel état psychique, c'est quand même... il faudrait peut-être une fois glaner des témoignages sur ce sujet. Oui. Et d'autre part, cette violence peut aussi s'exercer, donc, oui, dans le sein même du corps maternel. Bien évidemment.
tout ça est bien vrai. Et pour rajouter là, à nouveau sur la Pachamama et consorts, il est bien évident, enfin en tout cas les anthropologues expliquent que l'homme, quand je dis l'homme, j'entends l'homme et la femme, Homo sapiens, qui n'est plus du tout sapiens d'ailleurs, a longtemps ignoré le rôle du coït dans la procréation. Le rôle du coït était pensé comme un agrément, comme quelque chose qui faisait du bien, mais on prêtait à la femme la gestation. C'est pour ça qu'ils dessinaient des grosses femmes. C'est pas parce qu'ils avaient un sens esthétique dévié, c'est parce qu'il y avait un culte de la femme, parce qu'il y avait l'ignorance de la graine, l'ignorance il fallait que le mâle avait un rôle. Donc et aujourd'hui, moi, ça me fait rire ces gens qui se disent réactionnaires et qui pensent qui se battent contre le progressisme des pro-avortements, alors que les pro-avortements sont des réactionnaires beaucoup plus en arrière que beaucoup plus paléolithique, c'est ce que vous avez souvent expliqué, oui. Et que donc, en fait, la compréhension du coït comme étant le principe de la génération, c'est l'irruption finalement de l'homme dans l'histoire, et de la virilité aussi comme sens de la mémoire. C'est une manière de se souvenir. Oui, mais attendez, si l'enfant est né maintenant, c'est parce qu'il y a 9 mois, elle et moi, on était là dans le buisson derrière. Bien sûr, donc c'est un peu aussi accéder à la mémoire longue, à la raison, à ces choses-là. C'est aussi la révolution du néolithique, justement, puisque comme le récit du jardin de l'Éden nous le dit, qu'est-ce que fait Ève ? Elle découvre le pépin dans la pomme. Bouffer la pomme, c'est le symbole de la découverte du pépin. Et Judas, qui était des éleveurs, se révolte contre chasse du paradis terrestre, ces maudits paysans, ces maudits découvreurs de la graine, c'est-à-dire ceux qui savent faire pousser les plantes. Moi, j'y vois un grand symbole dans tout ça, mais passons, c'est pas le sujet. Mais il est certain que là, on peut voir à quel point le féminisme bostonien, on va continuer de l'appeler comme ça, le féminisme nouménal, un féminisme, si vous voulez, pur, à l'état pur, qui serait pas celui qui se produit, est très différent de celui que nous connaissons et qui nous pourrit la vie, quoi, qui est autre chose, alors si vous voulez, on peut comprendre pourquoi. À partir du moment où les bostoniennes, le féminisme classique, le féminisme, oui, on va l'appeler classique, historique, dit l'homme, le mâle, opprime la femme parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus cruel, parce qu'il a plus de pouvoir, parce qu'il est plus dur. En un mot, il joue sur sa force physique, sur sa brutalité, sur sa sexualité impérieuse. Je rappelle d'ailleurs que les bostoniennes et les autres féministes étaient inséparables des ligues de vertu et des ligues de tempérance, contre l'alcool, c'est elle qui faisait fermer les bordels, Quelle différence avec notre féminisme qui, encore une fois, dit tout le contraire. Alors, à partir du moment où on pose que cette oppression de la femme est le fait de la brutalité, on va se heurter rapidement, la pensée va se heurter rapidement à un obstacle. C'est l'obstacle que Kluskar va relever, c'est la lutte des classes. Parce que les hommes sont oppressés par les hommes. L'ouvrier est oppressé par le patron, le serf est oppressé par le seigneur. Alors, comment penser qu'il y aurait donc la femme du seigneur oppresserait aussi le serf. Donc il y aurait une espèce de gradation là, qui rend toute idée d'oppression, d'universalité de l'oppression tout à fait suspecte. Et ce qu'ont bien compris les féministes des années 70, parce que la sexualité de la femme est comprise comme une espèce de... Quand on connaît le psychanalyste Reich, Wilhelm Reich, qui était un délirant à la fin, qui faisait de l'orgone, c'est-à-dire un principe qui donnerait l'orgasme, un principe cosmique. Eh bien, les féministes font de la sexualité de la femme un principe cosmique, immanent, devant lequel l'homme tremble. Serais-je à la hauteur ? Suis-je vraiment le père ? Bref, devant cette sexualité,
l'homme a besoin, qu'il soit noir, blanc, bleu, riche, pauvre, a besoin de la brider. Donc voilà l'explication qui fait du monde, d'ailleurs, une pure représentation. Mais si la philosophie de Schopenhauer est un idéalisme objectif, hein, c'est-à-dire que le fond du vouloir, qui est un irrationalisme, mais n'empêche pas que la réalité soit telle qu'on la comprenne. Mais l'idéalisme des féministes, c'est un idéalisme subjectif, c'est-à-dire la réalité n'est qu'une représentation, parce que en réalité, elle est fondée sur des stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont cette acceptation, ce consensus de réalité qui font que les hommes, qui est produit par les hommes presque inconsciemment, par leur domination, et d'où cette négation absolue de la sexualité de la femme. Et donc, ce qu'il faut mettre maintenant à jour, c'est libérer cette sexualité, d'où la pornographie, etc., etc. Et tout ça, c'est du délire. Excusez-moi de le dire. Je peux pas. Là, j'ai pas la force de le démontrer. Je l'ai démontré dans l'enfer de Don Juan, essentiellement. Hein? C'est du délire. On est loin de la force tranquille, masculine, virile, calme. Et que des pseudo-philosophes acquiescent à ça. C'est vraiment des pauvres types, quoi. Je veux dire, ils sont tout ce qu'on veut, mais pas des philosophes. D'ailleurs, Nietzsche l'avait dit, j'ai pas la citation sous les yeux, mais il avait dit se tromper au sujet de l'homme et de la femme, rêver de droits et des égaux, etc., fait d'un tel penseur un homme superficiel, et dans tous les autres domaines, il se trompera immanquablement. Ce diagnostic est implacable, hein, impitoyable. Je remarque que l'œil sourcilieux de ces philosophes très en cours s'arrête souvent à certains milieux, disons. Ils se gardent bien de critiquer la condition féminine dans tel ou tel pays, telle ou telle culture, je remarque. Certes, ça, et c'est ce que je voudrais évoquer avec vous, peut-être maintenant, Félix, si vous le voulez bien. C'est, disons au sens large, la différence de traitement des jeunes garçons, la différence de manière dont sont élevés le jeune garçon et la jeune fille, disons, dans la mentalité orientale au sens large et dans la mentalité occidentale. Peut-on rappeler qu'en France, être un homme est entre 2 et 10 fois plus difficile et risqué qu'être une femme. Ça, c'est de la sociologie, de la statistique. Il suffit de regarder les taux de suicide, d'accidents de travail, de chômage, de clochardisation, les statistiques sur les victimes d'agressions, à qui profitent les divorces, les héritages, etc. Bref, il est 2 à 10 fois plus risqué et difficile d'être un homme que d'être une femme en France. Précisons en France, et même plus dans la culture française. En effet, lorsque l'on fréquente en France des milieux sociaux variés, on peut être surpris de la place accordée dans les familles de telle ou telle origine aux garçons et à la fille. On peut simplifier ces observations par la formule suivante. Dans une famille française, les filles ont tous les droits et les garçons tous les devoirs. Cela se voit dans le vêtement considéré normal, dans le degré de sévérité variable, en fonction de qui a fait une faute, par exemple. Le degré d'exigence, la comparaison des bienfaits et des avantages que reçoivent le garçon ou alors la fille. Dans une famille maghrébine ou africaine, ce sont plutôt les garçons qui ont tous les droits et les filles tous les devoirs. Cela se voit notamment dans les permissions de sortie tardive, dans l'attribution des tâches ménagères, dans le service aux parents, dans le regard très sourcilleux porté sur la vertu et la pudeur du garçon ou de la fille. On est beaucoup plus libéral avec le garçon, comme vous le savez, dans ce monde. En ce qui concerne la manière occidentale d'élever le garçon et la fille, Balzac faisait déjà remarquer certaines dichotomies de ce genre dans Le Père Goriot. C'est très intéressant de relire Le Père Goriot de Balzac. Vous, Félix, qui êtes l'auteur d'essais comme Fragrance Feminae, comme Ex-France ou Arabesque, vous avez peut-être un éclairage à apporter sur ce point. Je crois, Félix, vous aviez bien expliqué que les uns étaient les fils de la... Oui, vous aviez expliqué que certains hommes dans notre monde actuel, dans la France actuelle, étaient les fils de la Théodicée. Oui, ce sont les musulmans. Oui, bien sûr, mais je ne partage pas votre opinion dans les familles arabes. Moi, je pense que ce sont des gynécées, les familles arabes. Et les femmes ont tous les droits. Passer la porte. D'ailleurs, vous m'avez envoyé, écoutez, mon cher Lounès. Tout à fait, passer la porte, c'est la femme qui commande. Vous m'avez envoyé la mère.
un magnifique extrait du journal de Paul Morand, où il explique comment le fier arabe là, qui marche à Tanger comme ça, fier. Tout à fait. Dès Qui qu'il marche rentre chez devant, lui, une fois qu'il passe la porte. voilà, il devient un sous-homme. Et, enfin, en tout cas, la femme règne. Et moi, je crois que Mais bien sûr. En réalité, le jeune et surtout nos propres Arabes à nous, notre immigration, hein, parce que eux, on peut voir que s'ils sont aussi hystériques, aussi violents, c'est parce qu'ils n'ont pas un père pour leur apprendre à contrôler, par exemple, la violence. Hein, la violence qui part chez eux immédiatement, quoi, les coups de couteau et des choses comme ça. Pour moi, c'est tout à fait femelle, hein, tout ça. Navré de décevoir beaucoup de gens, mais pour moi, c'est femelle. Je ne nie pas la masculinité, la virilité des messieurs, mais je pense que la distance, le calme. Moi, je ne suis pas moi-même un homme calme, donc vous voyez, je m'inclus dans ces caractères semi-hystériques parfois, hein, dont je suis mortifié moi-même, mais pour moi, c'est pas du tout masculin. Pour moi, le drame de l'Occident. L'excès de violence serait donc plutôt le produit du gynécée plutôt que disons, du gymnase. Alors, il faut s'entendre sur le mot violence. L'acceptation et la croyance. La croyance tragique dans la nécessité de la violence, c'est mal. C'est une pensée mal. La pensée de Marx est mal. La pensée d'Héraclite est mal. La pensée de tous les hommes qui ont dit que la violence est la grande accoucheuse de l'histoire. Mal au sens masculin. Masculin. Mais oui, à cause de mon accent, je dis mal. Il faut dire mal. Mais par contre, la domestication de la violence par l'apprentissage militaire guerrière est masculine, est très mâle. Mais par contre, la violence débridée, la nervosité, les hurlements, les films d'aujourd'hui où les femmes gueulent et les types gueulent encore plus fort, qu'est-ce que c'est que ce baratin? Tout cela est femelle. Et notre monde est femelle, non pas parce que, en réalité, pour moi, à cause de la mixité. Voilà le drame. La mixité, c'est le drame. Parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut. On peut me dire que les choses ont évolué. Eh bien, elles ont changé, qu'elles changent. Et je l'ai dit dans ma préface, là, mais incidemment. Mais là, peut-être on peut approfondir. Il y a des femmes qui aiment ça. Faire la guerre, rentrer dans l'armée, et faisons des régiments féminins. Ou des centres de gendarmerie féminine. Si elles veulent aller au feu, qu'elles y aillent, comme Staline a fait envoyer au front des régiments féminins. Connaissez-vous le livre de Svetlana sur l'impact qu'a eu la vraie guerre, la guerre réelle, celle de 39-45, qu'ont fait les femmes russes. Il y a un livre que toute femme devrait lire, Svetlana. J'ai pas le titre là, parce que je m'attendais pas à cette question, mais elle est allée interroger des centaines de femmes qui ont fait la guerre, la vraie guerre, hein, celle qui a fait des millions de morts sous les artilleries, les bombardements. Eh bien, plus une n'avait jamais eu leurs règles. Toutes étaient prématurément vieillies. Incroyable. Oui, toutes n'avaient plus de seins. Jamais elles n'ont pu avoir d'enfants. Toutes se plaignaient de cette ruine de la féminité. Parce que nos régiments de gonzesses, à mon avis, s'ils vont au feu, elles vont vite changer de karma. Et c'est comme vous voyez ce que je veux dire, hein? On fait bien du tennis féminin, du foot féminin. Moi, je suis pas contre. J'en ai strictement... Même du rugby féminin. Oui. Même du MMA féminin, écoutez, que demande le peuple. J'ai regardé le début d'un match de rugby féminin chez ma mère, là, parce que j'étais en vacances, à la télé. Bon, j'ai pas regardé longtemps, mais je trouvais ça hilarant. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Moi, ça me dérange pas. C'est pas là la question. Hein, mais la question, c'est que le drame de l'école, la petite fille... Et là, je vais rejoindre un peu ce bon Schopenhauer, parce que Schopenhauer, il a un concept qu'il ne possède pas, mais il le découvre par sa propre force. Ce qui prouve sa grandeur, c'est le concept de néothénie. La néothénie, c'est la conservation de caractère juvénile à l'âge adulte. Et tous les anthropologues savent que entre l'homme et la femme de l'espèce humaine, il y a un processus néothénique chez la femme. La néothénie, c'est la conservation, par exemple, des fossettes de bébé, des bras ronds, de l'absence de poils, des joues beaucoup plus rebondues, des grands yeux aussi, parce que l'arcade sourcilière plus élevée, quand c'est le regard du petit enfant pour pas qu'on lui colle son poing dans la gueule. Évidemment, vous me direz si c'est
C'est un critère de protection en réalité. D'accord. Quand un petit vous regarde avec ses grands yeux, même s'il a crié que vous a réveillé à 5 heures du matin, vous posez la hache que vous aviez ramassée pour aller le finir. Non, je plaisante quand même. Chez la femme, c'est un critère de beauté objective et c'est un critère de capacité beauté d'attraction de l'homme, puisque elle se les écarte. Le teint délicat. Voilà. Pardon. Par le fard, elles font qu'elles ont des plus grands yeux encore. Hein, et j'avais assisté à l'hôpital Cochin à l'époque où je vivais avec une femme médecin, qui faisait ses études. J'allais dans ses cours magistraux. Eh bien, mais pourquoi ils parlent plus ces gens-là d'ailleurs, qui montraient toutes les différences physiognomoniques entre le mâle et la femelle. C'est de lui que je tiens cette histoire des arcades. C'est lui qui expliquait que les seins des femmes n'étaient absolument pas conçus pour l'allaitement. Ce qui serait bien, ça serait des seins comme les guenons, c'est-à-dire la gourde qui pend. Le sein tout rond, mais le sein tout rond, c'est pas bien pour le bébé. Et pourquoi ? Parce que pourquoi la nature l'a-t-elle voulu ainsi ? Parce que le singe s'est redressé. Et que ce qui excitait le babouin, c'était le derrière de la guenon qui lui envoyait des signaux amoureux. Et d'ailleurs, Voltaire, sans le savoir, il avait compris ça puisqu'il dit « Elles ont des espèces de fesses sur le devant », dit Voltaire. Et c'est exactement ce qu'elles ont. La nature leur a foutu des fesses sur le devant parce que l'accouplement se fait de face à face. Et non plus le mâle à l'arrière. Et tout ça, les anthropologues... Oui, mais pas chez les babouins, ni chez certaines... Bon, là, peut-être qu'on s'avance. C'est des choses comme ça. Non, mais là, on va trop loin. Mais c'est ça, la néoténie. La néoténie, cette néoténie de la femme implique que son intelligence va être supérieure à celle du petit mâle rapidement, mais l'ennui, c'est qu'elle va s'éteindre à 18 ans, quoi, d'après les statistiques, en tout cas. Qu'une jeune fille de 18 ans, elle a atteint son apex, hein. Bon. Alors que le jeune mâle apprend toujours très tard. C'est ce que signifie, et c'est ce qui est statistiquement la vérité. Mais c'est vrai que la petite fille, parce qu'elle est beaucoup plus docile, elle apprend beaucoup mieux. Elle écoute beaucoup plus. Hein ? Elle est beaucoup plus sage. Donc la mixité, c'est la ruine du petit mâle blanc qui va être derrière Oui, vous voulez dire la mixité scolaire, notamment. Oui, le fait que dans une classe, on va mélanger les garçons et les filles, c'est démontré que c'est très néfaste aux hommes, à vrai dire. Mais ce n'est pas néfaste aux filles. Mais c'est une catastrophe pour les hommes, et surtout la mixité forcée dans le milieu scolaire, avec vêtements libres, c'est-à-dire où chacun porte les vêtements qu'il veut. À la rigueur, la mixité pourrait passer s'il y avait uniforme obligatoire ou ce genre de choses. Bien sûr. Effectivement, on sait que c'est un gros problème pour un garçon d'être confronté aux filles dont le corps change, c'est-à-dire quand il est au collège et qu'il a entre 12 et jusqu'à 16 ans au lycée, il est confronté à ses camarades de classe féminines dont le corps change, et lui, il est censé se concentrer sur des études, et en plus, il n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Enfin, tout ça est très néfaste aux jeunes garçons, raison pour laquelle, dans Paris et dans la plupart des villes françaises, on peut aujourd'hui encore voir, ici ou là, sur les beaux établissements scolaires à l'ancienne, en pierre calcaire, cette belle pierre blonde, on peut voir école de garçons, école de filles. Bien sûr. Bien évidemment, ça c'est vraiment dramatique, cette question de la mixité. Et il y a aussi, on parlait au début de ce philosophe-là, qui raille la misogynie et qui dit qui raille aussi, j'ai pas la citation sous les yeux, mais qui dit que Schopenhauer se donnait le ridicule de ne pas croire à l'intelligence supérieure des femmes, parce que, dit Schopenhauer, elles n'ont produit aucune œuvre d'art. Et c'est vrai, l'absence radicale, je dis bien radicale, hein, parce que je m'interromps là, pour faire une parenthèse. J'ai parlé tout à l'heure du féminisme réel des années 70, celui qui s'est produit, et toutes celles qui l'ont produit, mais toutes, elles ont été consternées. En ayant choisi l'oppression sexuelle, elles n'arrivaient pas à expliquer pourquoi il y avait une telle absence elles étaient toutes à peu près philosophes, c'est Dworkin et consorts, et elles n'expliquaient pas pourquoi il n'y avait pas de femmes. Mais alors là, il y a zéro, hein. Et bien sûr, il y a Diotime chez Platon, il y a Hypatie d'Alexandrie, il y a des femmes philosophes, mais dans la grande philosophie, il n'y en a pas. Et donc, cette absence radicale, elles l'ont expliquée par
la volonté de production de stéréotypes qui ne pouvaient être que l'apanage des hommes. Et ces grands producteurs de stéréotypes étaient les All That White Men. Et c'est eux qui ont fondé cette représentation générale. Les mâles blancs morts, c'est-à-dire les grands hommes anciens, l'œuvre des grands hommes anciens du style... on les vieillit d'ailleurs, on oublie de dire que c'était des hommes de 25 à 28 ans ou 30 ans, tu vois, c'était pas des vieux cons comme moi, hein, c'était des hommes dans la puissance et la générosité de leur jeunesse. C'est incroyable. Bon, alors ce philosophe, ce pseudo-philosophe qui raille Schopenhauer de rappeler cette absence radicale des femmes dans l'art, la musique, la littérature et surtout la philosophie, il a l'air de dire « Regardez maintenant ». Et ce qu'il ne comprend pas, cet imbécile, c'est que c'est le maintenant qui est abaissé. Dans quel monde exactement, dans quel référentiel on voit les femmes pour la première fois dans l'histoire du monde triompher, être philosophe, écrivaine, faire des opéras. Dans le monde, il n'y a plus d'opéra, il n'y a plus de romans, il n'y a plus de philosophie, tout simplement. Hein, donc on pourrait un monde où la conscience critique a baissé, c'est ça que vous voulez dire, disparu comme a disparu la philosophie. Citez-moi un philosophe vivant, citez-moi un vrai philosophe, qui soit ni Antoven, ni Onfray, ni un philosophe, ni le gros tarin là des gauchistes. Il n'y en a pas. Bon, je ne suis pas un philosophe. Je suis pas un philosophe. Peut-être qu'on le découvrira a posteriori, vous savez, un petit peu comme... Non. Comme parfois on apprend plus tard que telle époque cachait en fait... Enfin, je sais pas, moi, les mémoires du duc de Saint-Simon, on les a trouvées, je crois, un siècle après. Oui, mais il y avait... à l'époque où il écrivait ça... Ou les pensées de Pascal. Les pensées de Pascal, elles ont été découvertes bien après sa mort. Peut-être, mais même si... oui, d'accord, c'est certain, pour Saint-Simon, par exemple. Mais au même moment, on louait Molière et La Fontaine. Donc c'est pas une époque où le niveau avait radicalement baissé. Il faudrait un miracle. Oui, c'est vrai que même en cinéma, il n'y a plus rien qui... La manière dont on traite sur le site par rapport au féminisme est bien la preuve que de la part des dissidents, il y a une incompréhension, mais une incompréhension fondamentale. Parce que... Non, je crois pas, Félix. Je crois que c'est parce que, en fait, les gens qui vous aiment bien sont plutôt timides. Et vous êtes en face du sempiternel problème qui est que les extravertis, enfin, les gens plutôt bêtes sont extravertis parce qu'ils ne sentent pas leur bêtise et donc ils ont la critique facile et le mot fielleux facile, alors que les gens à haute conscience sont plutôt en général introvertis et ils doutent. C'est typique et c'est le grand drame de tout. Oui, mais mon cher Lounès, vous faites un contresens par ma faute parce que je m'exprime pas avec suffisamment de calme et de finesse. Ce que je veux dire, je ne réclame pas qu'on soit aimable avec moi, forcément. Et j'accepte la critique et j'aimerais même qu'elle soit encore plus dure pour me solliciter davantage. Non, ce que je constate sur ce sujet, que ce soit les femmes ou les élections, parce qu'il est un âge de voter ou un âge de baiser, chacun se dit, le féminisme, dedans, il y a un nominalisme stupide qui fait que dans féminisme, il y a féminin, avec le suffixe isme d'ailleurs qui veut dire pour et pro. Communisme, c'est pour mettre en commun. Le féminisme, donc pour les femmes. Et donc, à partir de ce nominalisme abstrait, t'es anti-féministe, t'es misogyne. Et misogyne de la plus basse raison, puisque en réalité, je suis misogyne. Mais je suis misogyne dans une misogynie qui n'a été chez moi qu'un déclic. Je ne suis plus du tout misogyne dans la mesure où ma misogynie est transcendée par une misanthropie et un doute sur la valeur de l'espèce humaine que je partage avec Schopenhauer. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de mépris pour les hommes féministes que pour les femmes. J'imagine que pour ceux qui m'écoutent, ça s'entend. Donc, ma misogynie est dépassée. Je suis anti-féministe, même bostonien, à la manière de Nietzsche, si vous voulez. Mais pour ce qui est du féminisme tel qu'il est, et ce qui porte sur... Tenez, comme je vois que je me perds dans les méandres du propre excès d'idées qui me viennent, prenez l'écologie. On peut très bien concevoir qu'un homme soit écologiste, au sens où
il est pour la défense de l'environnement, il a connaissance des écosystèmes, donc il sait ce que c'est que l'écologie, et il défend la nécessité d'un environnement propre. Donc on peut dire que cet homme est un écologiste. Mais est-ce qu'on va lui dire, parce qu'il critique Europe Écologie Les Verts, en disant que c'est une bande de foutus laquais du grand capital, et que c'est plutôt les serviteurs du capital que de l'environnement, est-ce qu'on va lui dire « Salaud, t'es qu'un gros dégueulasse, tu tries pas tes ordures, t'es toi-même une ordure ». Non, non. Eh ben c'est pareil. C'est pareil. Avec le féminisme, enfin c'est pas pareil. Justement, c'est pas pareil. Pour le féminisme, nécessairement, ça contient un rapport affectueux avec les femmes, et tous ces mâles qui ont du goût pour les femmes s'insurgent devant la critique que je fais du féminisme, car j'ai l'air de m'en prendre aux bonnes femmes, parce qu'il y a toujours une bonne femme. Mais c'est-à-dire que vous savez, enfin, ce sont des rapports, ce sont des rapports humains profonds. Vous savez bien comment ça fonctionne. Bien sûr. C'est-à-dire que celui qui se soumet au détriment de lui-même à quelque chose qui lui fait peur va reprocher à son voisin son indépendance. C'est ça qui énerve le soumis, le serf et furax contre l'homme libre, ou en tout cas l'homme émancipé, ou l'affranchi, celui qui veut. C'est comme ça qu'on maintient le servage bien nivelé par le Gardioschurm, vous voyez. Enfin, ce sont des vieux rapports comme ça, assez tristes de rivalité mimétique, hélas. Je voudrais vous entendre, peut-être Félix, sur le paradoxe féministe. Ça nous permettra peut-être d'élargir. Le paradoxe féministe que l'époque récente a permis de mettre en évidence, notamment avec, depuis 2 ans, avec le vaccin rendu obligatoire par des pressions, des emprises, vaccin, terme ambigu d'ailleurs, qui parfois semble être un poison, et qui consiste tout de même en l'insertion d'un corps étranger dans votre corps par extorsion de consentement. Bref, l'analogie avec le viol est assez facile à produire. Mais soudain, le slogan, vous savez, le fameux slogan « Mon corps m'appartient », s'est fait beaucoup plus timide. Que n'avons-nous entendu nos chères militantes activistes, très conscientes, pas commodes, à qui on ne la fait pas, cher Félix ? Oui, là, vous avez une intuition remarquable, donc je n'ai pas à la commenter, et c'est tout à fait juste, mais je peux la prolonger aussi, car là, vous touchez du doigt quelque chose qui, moi aussi, m'est apparu avec une grande similitude. C'est la question de la piqûre génique, qui ne porte de vaccin que le nom, qui est en réalité je l'ai fait d'ailleurs dans un article dès 2020. Oui, tout à fait. Bon, j'ai montré que la pilule et la piqûre génique, c'est exactement la même démarche. La pilule liquide artificiellement les cycles. Les cycles. Autrefois, on appelait ça les lunes, parce que la femme, c'est la nature et l'homme, c'est la forme. Comme c'est la nature, évidemment, elle est totalement liée au cycle cosmique. C'est sa grandeur, d'ailleurs. Donc, on disait, elle a ses lunes, parce que tous les 28 jours, c'est comme les cycles de la lune. Eh bien, cette magnifique, cette intime, cette merveilleuse alchimie est détruite par une saloperie de produits avec des oestrogènes de truie qui liquident, avec de la testostérone d'ailleurs, et à la place de son propre antigénique du soi, ses propres cycles, elle va avoir des cycles artificiellement créés par la pilule elle-même. C'est monstrueux. On voudrait bien entendre un féminisme vraiment fielleux et vraiment agressif sur cette question. Monstrueux, et mais monstrueux à un degré qu'on ne soupçonne pas, parce que en plus ça fragilise la femme d'une manière cardiaque et tout ça. Il me faudrait faire une émission de 3 heures. Je suis extrêmement renseigné sur les milieux, comme les laboratoires Lagoué, Hale, pendant les années 50, qui recherchaient en Amérique latine la pilule. Dans quelles conditions effroyables on a fait mourir des milliers de femmes latino-américaines dans des expériences atroces, dans le seul but d'abaisser la natalité de l'Occident, de nous balancer la pilule à travers la gueule, cette arme de destruction massive, qui est extrêmement nocive. Une sorte de plan Morgenthau. Mais c'est la continuation du plan Morgenthau qui n'a jamais cessé. Mais je vous répète, je veux rester dans le sujet que vous proposez. Et donc, on voit bien cette
cette similitude entre la pilule et la piqûre oestrogénique qui détruit notre protection. Comment on appelle ça là? Quel est le mot pour... L'immunité, les protections immunitaires. Qui détruit notre propre immunité personnelle au profit de la protéine spike qui sera l'immunité. Et on va devenir réellement des plantes... Des transhumains, vous voulez dire? Voilà, comme le blé, comme les plantes qui poussent sont maintenant dépendantes de transgéniques parce qu'elles sont dépendantes de Monsanto et consorts. Et maintenant, les humains qui se seront fait soi-disant vaccinés vont devenir, en cas de maladie, dépendants de la pharmacie. Donc, des trusts de l'agropharmacie, plutôt de la pharmacie génétique. Et ça, c'est affreux. Et ça, effectivement, il y a un parallèle à faire avec mon corps qui ne m'appartient plus. Car, véritablement, le vrai nom de l'immunité, c'est l'antigénique du soi. C'est l'autre nom de l'immunité. On l'appelle aussi l'antigénique du soi. Mais ça dit tout. Cette appellation qui vient pas de maintenant, qui a toujours été celle-là. Hein. Finalement, c'est l'ipséité, c'est l'intimité de chaque individu. Alors que pèse à côté effectivement, cette facticité. Mon corps m'appartient. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette phasésie? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En quoi le fait d'assassiner un fœtus, c'est-à-dire un nouvel être, un vouloir vivre en gestation, qui, lui, n'a pas droit à un avocat. Et en plus, l'autre facticité, c'est l'humanisme prétendu. Ces gens-là font des guerres à droite, à gauche, au nom de l'humanité, de l'humanisme. L'humanisme, valeur supérieure contre la haine et consorts. Mais qu'est-ce qu'un humanisme qui ne s'appuie pas sur le respect embryonnaire de l'être lui-même en substance? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et toutes ces contradictions ne sont pas perçues. Elles sont là. Il suffit qu'une femme dise « mon cœur m'appartient » pour que tous les hommes... Oui, d'ailleurs, je crois c'est une des bases du droit. Il faudrait demander ça à notre juriste maison, Damien Viguier. Mais je crois que le fœtus est considéré avoir la personnalité juridique toutes les fois que cela est dans son intérêt. Enfin, je crois qu'il y a une règle de droit qui énonce cela. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir. On se demande où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais elles doivent être violées, sûrement. C'est le cas de le dire. C'est... Très bien, Félix. On va s'approcher de la fin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, cher Félix, que vous voudriez évoquer ici à ce micro? Je n'y ai pas pensé. Je pense quand même qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce bon vieux Schopenhauer. Pour moi, c'est un très grand philosophe. Sa réfutation de Hegel, pour moi, je dis pas, vous savez, je n'ai pas la superstition tout de même de croire que les philosophies produisent des systèmes auxquels il faut croire, comme on croit dans les religions, dans les narcotiques religieux. Moi, je crois que les philosophes sont valables par leur aspect critique. Le système de Schopenhauer, on peut le dépasser, le réfuter, le dépasser par Nietzsche notamment, ou on peut préférer le système de Hegel. Moi, je pense quand même qu'il est une bonne critique du système de Hegel, car Hegel, c'est quand même quelque part toujours, comme le dit Schopenhauer, la pensée théologique est téléologique. C'est-à-dire que l'histoire, elle a un sens, pas pour Schopenhauer, et je pense que notre époque prouve que l'histoire n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, elle n'a pas de sens. Attention, que les auditeurs me comprennent. Elle a une rationalité, bien sûr, mais elle n'a pas de finalité. Il n'y a pas de téléologie. Il n'y a rien de prévu à l'horizon de quoi que ce soit. Et ça, c'est la pensée de Schopenhauer. Mais pour Hegel, c'est l'esprit absolu qui se connaît. Et ensuite, Marx va traduire ça par le prolétariat universel. Il n'y a pas plus d'esprit absolu que de prolétariat universel. Notre époque réfute ces choses, je pense. Donc, c'est pas qu'il faille en revenir à des philosophies du désespoir, bien que pour moi, comme Léo Ferré, le désespoir soit une forme supérieure de la critique. Et le désespoir n'est pas quelque chose qui doit nous faire trembler. Hein. C'est l'acceptation lucide de la réalité,
dans sa cruauté. Oui, Félix, ça c'est peut-être une attitude qu'on peut tenir, que certains aristocrates de l'esprit peuvent tenir, mais répandue par capillarité à une société, ça engendre un certain nihilisme. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et si je le pouvais, je voudrais montrer les limites de certains penseurs en chambre, style Schopenhauer. J'ai beaucoup lu cet auteur, j'ai beaucoup apprécié son style, mais je voudrais rappeler 2-3 choses, peut-être, ici, en 10 minutes. Pour Schopenhauer, la vie serait voulue par la notion de génie de l'espèce et le monde serait le lieu, la pièce de théâtre, la représentation, la volonté du génie de l'espèce, la pulsion de vie absurde. Vous avez très bien expliqué ça, Félix, dans votre préface. Ce génie de l'espèce s'exprimerait notamment par le comportement féminin et la sélection féminine serait donc, en fait, la sélection naturelle. Schopenhauer arrive d'ailleurs à un moment opportun dans l'histoire puisque sa notoriété tardive advient à la fin des années 1850 et que son œuvre présente des similitudes avec celle de Darwin, dont l'œuvre maîtresse sort au même moment, qu'elle serait même, peut-être, et on pourrait même voir chez Schopenhauer son œuvre comme étant le commentaire philosophique tombé à point nommé de l'œuvre de Darwin et de ses théories scientifiques de ce triste anglais barbichu. Et donc, ainsi, les thèses... Vous faites des contresens, là, mon cher ami, mais je vous laisse terminer, mais ce sont des contresens, ça. Dans quel sens, justement, vous pensez cela? Déjà, Darwin, certes, vous n'en dites rien, mais de l'appeler comme ça prouve que vous croyez à toutes les fadaises qui sont racontées sur Darwin. Or, Darwin ne disait pas que c'est le plus fort qui l'emporte. Il disait que c'était le plus adapté. Et le plus adapté, c'est souvent le plus médiocre. Et Nietzsche était beaucoup plus darwinien que Schopenhauer. Nietzsche comprend Darwin et il approuve que... Oui, tout à fait. Oui, sans parler de la loi du plus fort. C'était un pessimiste, Darwin, hein, je vous le rappelle. Quant à son athéisme, tout à fait. Son athéisme à Darwin, je m'excuse, mais une de vos idoles, qui est Louis-Ferdinand Céline, n'était pas croyant non plus. Hein. Voilà. Oui, excusez-moi, mon cher Lounès, je veux pas polémiquer avec un homme aussi aimable non, mais c'est vrai de me recevoir comme vous le faites. Je ne cherche pas la polémique. Oui, tout à fait. Mais vous allez comprendre. Peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. Juste par la suite, ce que je veux dire, c'est que les thèses schopenhaueriennes sur le génie de l'espèce annoncent et valident les thèses darwiniennes sur les origines des espèces. Et il y a tout un chemin de Darwin à Dawkins qu'on pourrait retracer. Mais Schopenhauer et Darwin sont chacun le type même, à mon avis, de l'homme européen génial, mais uniquement raisonneur, donc athée, donc désespéré, donc désespérant. Et ainsi, il est très paradoxal et curieux de constater que le must européen de l'intelligence, de la rigueur, de la culture, de la qualité du raisonnement produit la profanation du sacré européen et la destruction psychique des Européens finalement. C'est-à-dire que l'orgueil européen de la plus rigoureuse logique produit quoi? Produit la plus complète obscurité, la plus complète absurdité finalement. Or, c'est à ces fruits concrets, observables, qu'il faut juger une œuvre. Ça, c'est le grand enseignement marxiste. Quel est le fruit matérialiste concret de tel ou de tel homme politique des années 1920, 1930, vous voyez, pourrait-on dire. Ce serait comme ça qu'il faudrait les juger, leur œuvre, et non pas leur dresser des autels et lever le bras. Après ces deux vieux rabat-joie de Schopenhauer et de Darwin, et après quelques autres, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de merveilleux. Vous parliez de Céline, mais Céline est un apôtre du merveilleux, du mystère, de la légende, de la grandeur. Et après des hommes comme eux, des raisonneurs terribles, il n'y a plus d'enthousiasme. Et la grimace qu'ils font sur les photos, c'est celle qu'adoptera bientôt le Pékin moyen qui vivait jusqu'alors d'une sage ignorance et de chansonnettes. Ce Pékin moyen à qui on a réussi donc à faire honte, on a réussi à faire honte de la joie simple et de la foi du charbonnier, du paysan. Et il y a quelque chose de prométhéen et de biblique à comprendre ici, combien la sagesse des plus sages n'est que folie aux yeux de Dieu. La sagesse de Dieu, folie aux yeux des hommes, et la preuve pratique de la supériorité de la société chrétienne traditionnelle, c'est qu'elle avait produit un Occident plus pacifique, plus fécond, plus stable, plus heureux, plus consolé, plus viril peut-être en somme. Et au contraire, le monde de l'usine et de la certitude rationnelle, de la science intimidatrice et de l'homme qui descend du singe, forme finalement un monde où il devient graduellement impossible de vivre. C'est quand même le monde actuel. Souvenons-nous des récents slogans autour des vaccinodromes et des cliniques de changement de sexe. C'était quand même « Trust Science », c'est-à-dire « Faites confiance à la science ». Et oui, vous avez raison, Félix. Schopenhauer, au plan
individuel, paradoxalement, il peut être bénéfique parce que son pessimisme nous donne un coup de fouet. Il y a quelque chose de jubilatoire dans ses analogies, dans ses synthèses, dans sa manière de citer dans le texte. D'ailleurs, vous savez, souvent, dans le texte des auteurs de 7 langues différentes, il va les citer, enfin voilà, il va citer Cervantes en espagnol, il va citer Héraclite en grec avec l'alphabet grec. C'est assez piquant souvent parce qu'en plus, c'est fait avec de l'humour. Et ainsi, voilà, moi, je fais mes délices de esthétique de l'architecture, métaphysique de l'amour, des rapports de l'intuitif et de l'abstrait. Enfin, c'est vraiment un maître. C'est un virtuose, c'est évident. C'est souvent drôle, insolent, étonnant, clair. Enfin voilà, eh bien, alors, vous connaissez. je comprends pas comment vous Mais pouvez sa dire philosophie pessimiste, quand elle se dissémine comme ça, par capillarité, depuis la chair de l'érudit vers les élèves, elle finit par causer d'immenses dégâts sur une société avancée mais timide, polie, vulnérable, la société européenne, dont les gènes récessifs seraient donc peut-être, je sais pas moi, la manifestation visible et le symbole. Au profit de qui? N'oublions pas aussi ce qui est en jeu. Au profit d'autres peuples, sûrs d'eux-mêmes, mais sûrs d'eux parce que incapables d'accéder à ce degré de subtilité, et fanatiques, religieux, ricaneurs, prédateurs. C'est-à-dire que l'explication systématique des philosophes allemands, l'explication comme ça un petit peu machiniste, par raisonnement effréné autour du génie de l'espèce et de l'origine des espèces, bon, lui, ça c'est un philosophe anglais, c'est un scientifique anglais. Qu'est-ce qu'elle a eu pour conséquence? Elle a eu pour conséquence, c'est bizarre, le meurtre de l'espèce, la stérilité de l'espèce, le désespoir de l'espèce, en commençant par la partie la plus avancée de l'espèce. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et pour finir, je voudrais vous dire que tous ces grands penseurs européens désespérés ne vont jamais convaincre que des Européens, pour le désespoir et l'affaiblissement de ces derniers d'ailleurs. Tous les étrangers fortifiés par ces faiblesses ricaneront et disant « Oh, tu descends du singe, peut-être toi, mais pas moi. Tu es le jouet d'une volonté absurde si tu le veux, mais pas moi. Moi, je proviens de Dieu et je vais dans son paradis de ce pas. » Vous voyez bien, les étrangers élevés dans d'autres cultures n'ont pas intérêt à absorber Schopenhauer, à se laisser contaminer par ce type de pensée très déprimante. Et ainsi, cette pensée s'est très peu diffusée hors de l'Occident et a même renforcé par un jeu de répulsion les paradigmes étrangers en Occident. Et ceci dès l'irruption de la synagogue. Et de manière très concrète, qu'a produit Schopenhauer, Darwin et tous les grands raisonneurs athées? Dès lors qu'on s'acharne à démontrer que tout est absurde, on produit quelque chose qui s'appelle le nihilisme. Et ainsi, je conclurai peut-être par le théorème suivant: grand écrivain déprimé déprimeur et grand remplacement, même combat. Eh ben, décidément, ce pauvre Schopenhauer, il n'a pas la cote avec contre-culture et égalité et réconciliation. Je ne partage pas un mot de votre conclusion, je tiens à le dire, mais en toute amitié. Mais pas un mot, alors. Oui. Tout y est faux. Non, je vais vous dire pourquoi je pense aussi je vais vous dire aussi pourquoi je pense à ça, Félix. C'est à cause d'un problème qu'il y a en France, en Europe, qui est quand même, on le sait très bien à cause de la prise d'antidépresseurs, qui est la déprime. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui n'a pas lu Schopenhauer et qui est plombier et carreleur, qui s'appelle Dubois dans la Nièvre, il sent bien qu'il y a quelque chose d'absurde dans le monde tel qu'il va, et pas seulement au plan économique, ou dans le fait que s'il fait un enfant, son enfant à l'école va se retrouver confronté à des écrans, à de la drogue et à des racailles. Il y a quelque chose de métaphysique dans l'air, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose où l'homme moyen, le Pékin moyen, n'a plus accès à rien de merveilleux, de beau. Qu'est-ce que c'est le merveilleux? À la manière des hangars de bonne femme, ça, le merveilleux. Non, c'est pas. Mais l'apôtre du merveilleux, c'est Céline dans Les Beaux Draps notamment. Je ne trouve pas du tout. Alors. Ah, à la fin des Beaux Draps est une célébration mystique du merveilleux, du mystère, Enfin, c'est mais à la manière virile. Et toutes les pages de Bagatelle pour un massacre autour des ballets et de les ballets, c'est parce qu'il a envie de se taper des ballerines. C'est tout. Très bien, nous pourrons peut-être reparler un jour de l'arrière-plan finalement qu'ont formé, l'arrière-plan philosophique et métaphysique qu'ont formé l'ensemble de ces grands penseurs en chambre du 19e siècle, parce qu'il est généré notamment par la raison et qui, comme un acide, dissout justement, les derniers Schopenhauer proteste de foi, de confort. Proteste contre cette raison là, justement, contre cette raison systémique. Il montre que le monde, dans son essence, il n'a pas de finalité, il n'a pas de sens.
Et ça, c'est vraiment remarquable. Hein. Je veux dire, il ouvre sur des. C'est ce que pense aussi le Pékin moyen. Non, pas du tout. Aujourd'hui. Et ça, c'est très lourd à porter pour lui, si vous voulez. D'où la stérilité actuelle. D'où le fait que les gens. Il faut de l'espoir pour faire des enfants. Il faut de l'espoir pour être heureux. Pas l'espoir, Schopenhauer. Ceux qui enlèvent l'espoir au quotidien, ce sont les pessimistes au petit pied, ceux qui se plaignent, qui sont toujours en train de geindre. Il faut être joyeux, il faut être comme Nietzsche. Il y a une manière de sauver Schopenhauer, c'est de passer à Nietzsche. Nietzsche, c'est le même désespoir, mais avec l'acquiescement à la réalité, l'acquiescement à la beauté du monde. Et l'acquiescement à sa cruauté, et y compris à la cruauté de la femelle, qu'il faut aimer pour sa cruauté, et qu'il faut aimer parce qu'elle est ce qu'elle est. Mais pas parce qu'elle est ce qu'on veut nous faire croire qu'elle est. Non, pour moi, Schopenhauer, c'est salvateur, de ce point de vue. Hein. Permettez-moi d'avoir ce mot de la fin. Un pessimiste gay, c'est souvent comme ça qu'il est décrit, il fait partie des autres. Il était pas du tout tristounet comme personnage. C'était pas un valétudinaire fermé chez lui. Non, pas du tout. Hein. C'était un causeur aimable, un gourmet. Non, pas du tout. Hein. Mais et un amateur des chiens. Ah, ça, je savais pas. Bon, c'est un mauvais point pour lui. Moi, j'aime pas les clébards. D'ailleurs, Houellebecq a copié sur Schopenhauer, qui est son philosophe préféré. M'étonne pas. A copié le soin porté aux chiens et Houellebecq a souvent. Mais vous avez vu, mon cher Lounès, tous ces esprits admirables qui l'ont toujours loué, quand même, et aussi différents que Marcel Proust ou Wagner. Mais vous avez vu cette admiration qu'il a suscitée, c'est quand même pas un hasard. Ne croyez pas qu'il y ait de hasard. C'est pas une question d'époque. C'est parce que Schopenhauer, quand on commence à le saisir, c'est un penseur du soupçon. C'est un penseur du sous-jacent. C'est un penseur de l'absurdité du monde, certes, mais aussi de l'absence de finalité. Et pour moi, ça, c'est salvateur. Pour ceux qui ont la force d'accepter cela. Et ceux qui n'ont pas, bien, n'ont qu'à croire. Schopenhauer n'a jamais raillé les religions, hein, entre parenthèses. Très bien, très bien. Bon, il est normal que je défende, si j'ai voulu le préfacer, c'est que je l'aime. Enfin, je l'aime. Bien sûr, je l'aime pas d'amour, hein, mais il y a beaucoup de choses que je rejette de Schopenhauer. Hein, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Le mot de la fin, ce sera probablement de contrebalancer la bibliothèque et la vie. La bibliothèque, c'est bien, mais toute seule, elle est une hémiplégie. Et il faudra la coupler peut-être avec la respiration à l'air libre, comme le faisait Schopenhauer. La promenade, en tout cas, à condition qu'on ne nous confine pas. À condition qu'on ne nous confine pas. Voilà, oui. Parce que très important. Qui c'est qui pourrit la vie des gens? C'est le pouvoir croyancieux ou c'est Schopenhauer? Franchement, il faudrait savoir. Parce que tous ces connards qui nous oppriment, ils font pas ça au nom du nihilisme et de Schopenhauer. Ils le font au nom des droits de l'homme, de la gentillesse, contre la haine, pour l'amour des femmes et tout ça. Alors ne me dites pas que non. Tout à fait. Ah non, au contraire. Enfin voilà, la vie au grand air, l'entraînement peut-être, l'ennui aussi, campagne. Mon cher ami, c'est que nous n'avons pas le droit de dire certaines choses. Certaines choses qui pourraient expliquer pas mal. Mais bien sûr. Je vous rappelle l'anti-judaïsme, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit de Schopenhauer. C'est encore là, je reconnais, c'est quelque chose qu'il faut lui porter à charge. Il était extrêmement anti-judaïque. Chose qui est méconnue. Il reprochait aux Juifs, justement, la base de cette philosophie ridiculement optimiste. Vous savez, si vous voulez qu'on dise un mot de vraie métaphysique, je vais essayer de quitter un peu... Mais l'optimiste n'a aucun intérêt à croire à une philosophie pessimiste. C'est ça que j'essaye d'expliquer aussi. C'est-à-dire que les paradigmes étrangers, qui sont des paradigmes souvent prédateurs, conquérants et optimistes, vous pensez bien qu'ils n'ont aucun intérêt propre, intérêt égoïste, à adopter un paradigme pessimiste et doux. Vous voyez, la survie du génie de l'espèce passe avant. Et c'est ça qui est terrible. C'est que finalement, Schopenhauer est très touchant. Enfin, je veux dire, c'est très orgueilleux de ma part de dire ça. Mais il y a quelque chose d'extrêmement faible dans toute cette philosophie pessimiste. Oui, mais c'est pas une philosophie pessimiste. Puisqu'elle sert de repoussoir à d'autres, si vous voulez, pour mieux se situer. De la même manière, vous l'avez déjà dit, que pour Lénine, la contre-révolution sert
aiguillonner la révolution. Et de la même manière, chez tous les optimistes, disons par exemple, tenants du sémitisme, il est évident que la dégénérescence occidentale leur sert de repoussoir et leur sert à aiguillonner encore mieux leur esprit. Vous voyez, y compris au détriment de cette Europe sur laquelle ils vivent. Mais il ne faut pas faire de Schopenhauer un philosophe pessimiste. Le mot pessimiste, pour moi, c'est un prédicat. C'est pas le fondement. Il est aussi pessimiste, comme il est misogyne, comme il est anti-judaïque, comme il est ceci, cela. Mais ce sont des prédicats. Fondamentalement, c'est un philosophe du soupçon. C'est sa définition pour moi. C'est-à-dire qu'il croit, non pas à une causalité initiale, c'est-à-dire à un principe initial qui aurait causé le monde, mais il croit à quelque chose de sous-jacent. Un peu comme l'inconscient de Freud, mais évidemment, toute chose à sa place, ce n'est pas dans la psychologie, mais dans la métaphysique. Et c'est là qu'est sa grandeur pour moi, parce que je suis un peu comme ça, mais d'un point de vue philosophique et pas d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire immédiat. Je soupçonne pas les gens d'avoir des arrière-pensées, par exemple, systématiques. Ça serait de la paranoïa. Mais je crois, je sens, je devine, je pressens, c'est peut-être mon aspect poétique, que derrière les apparences, il n'y a pas un autre monde, mais il y a quelque chose qui est autre chose que l'explication traditionnelle. Et puis, permettez-moi un mot de vraie métaphysique, finalement. Il y a un ouvrage qui s'appelle, j'ai oublié le nom de ce philosophe, L'horreur de la métaphysique. L'horreur de la métaphysique, ça vient qu'on est dans une impasse et que ni vous, ni moi, ni jamais personne ne pourra la résoudre. Ou bien, on pose que le monde est absurde dans son fondement, et dans ce cas-là, on va jusqu'à Heidegger, on se demande pourquoi y a-t-il quelque chose et plutôt que rien, et on sait qu'il n'y aura jamais de réponse, donc on base le monde sur cette absurdité. Ou bien on refuse l'absurdité du monde, et on lui donne un principe, c'est Dieu. C'est-à-dire, on dit, voilà la première cause, voilà l'explication. Mais à partir de là, donc, effectivement, on a délivré la métaphysique de son absurdité initiale. On a résolu l'absurdité ontologique, mais à quel prix ? C'est-à-dire que toute l'absurdité du monde, on l'a reportée sur Dieu. Toute la scolastique, pendant des siècles et des siècles, c'est d'essayer de comprendre Dieu lui-même, qui va, lui, porter le fardeau de l'absurdité du monde. Et pour moi, un monde absurde est plus facile, je dirais, à penser qu'un Dieu qui possède toutes les absurdités, toutes les contradictions, parce que vous les connaissez, hein, pourquoi le mal, pourquoi quelque chose plutôt rien sur Dieu, ça devient, pourquoi a-t-il créé ? Et pourquoi a-t-il créé à un certain moment alors qu'il était éternel ? Il y a toutes ces questions qui font que toute la scolastique a été si lourde et si riche et si dense et si magnifique, parce que c'est Dieu qui devient le principe de l'ontologie, qui devient l'être suprême, sur lequel se manifestent toutes les contradictions qui ont été levées par lui-même. Enfin, j'espère être un peu clair, je ne sais pas. C'est très clair, Félix. Bon, ben merci. C'est très clair, comme la philosophie de Schopenhauer elle-même, comme son style élégant et ferme. Et je vous remercie, Félix, d'avoir pris ce temps avec nous pour cette émission. Et ce sera l'occasion de vous découvrir dans cette préface de l'essai sur les femmes de Schopenhauer aux éditions Contre-Culture. Chers camarades, chers auditeurs, c'était Pourquoi tant de haine numéro 53. À la prochaine fois. Félix, au revoir. Au revoir, Lounès, et merci infiniment pour votre patience. Avec joie. Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine ?